Bonjour et bienvenue pour ce nouveau Lab Littoral dédié au bateau de demain, au bateau du futur qui sera d'Occitanie. C'est la question que l'on va se poser aujourd'hui, ici en direct du Salon international du multicoque, que la Grande Motte accueille depuis maintenant 2010. Pour en parler, une table ronde avec Stéphane Rossignol, vous êtes le maire de la Grande Motte. Bonjour. Bonjour. Nous accueillons également Xavier Desmarais, qui est le directeur général du groupe Grand Large Yachting, qui réunit à la fois Outre-mer et Gunboat. Bonjour Xavier. Bonjour à vous. Nous avons le célèbre navigateur Roland Jourdain qui nous présentera un projet tout à fait innovant, un nouveau catamaran, mais on en parle tout à l'heure. Bonjour Roland Dibilou. Et les deux organisateurs du salon du multicoque, Philippe Michel et Fred Morvan. Messieurs, bonjour. Bonjour. Voilà. Je voulais d'abord commencer avec vous, monsieur le maire, sur un peu la Grande Motte et le nautisme. Qu'est-ce que ça représente pour vous dans cette ville? D'abord, il faut savoir que la Grande Motte est née par son port. On l'a bien souvent oublié, mais lorsque le général de Gaulle a créé la mission Racine, qui a aménagé ce littoral du Languedoc-Roussillon, qu'il a choisi les sites où allaient être construites ces nouvelles stations, eh bien, lorsque le site de la Grande Motte a été choisi et que l'architecte Jean Balladur a eu cette mission de créer une ville nouvelle, il a commencé d'abord par creuser le port. Ce port où on se trouve à côté, et c'est autour du port que la ville a été ensuite érigée et que les premières pyramides sont sorties du sable. Donc, depuis que j'ai l'honneur d'être à la tête des différentes municipalités qui se sont succédées, j'ai voulu remettre le port au cœur de la politique municipale et le nautisme comme une des principales priorités de la ville. C'est ainsi qu'on a eu la chance d'abord d'avoir de grandes manifestations qui sont venues s'installer à la Grande Motte. On en parlait tout à l'heure avec Roland Jourdain. En particulier, ça a été le trophée Clairefontaine, cette célèbre manifestation qui a duré pendant plus de 20 ans et que nous avons eu la chance d'accueillir 5 années consécutives avec les plus grands skippers du moment. On avait des plateaux prodigieux chaque année au mois de septembre. Eh bien, ça a permis à la Grande Motte, en tout cas, de se retrouver au cœur du nautisme et au cœur des compétitions, des grandes compétitions qui ont fait revivre eh bien, des grands moments qu'on a toujours pu apprécier. D'accord. Je lisais que selon le dernier rapport de la Fédération des industries nautiques, il y avait plus de 4 millions de plaisanciers réguliers. L'idée d'accueillir le salon des multicoques est venue comment finalement? Alors c'est venu d'une rencontre avec deux hommes, Philippe Michel et Fred Morvan. Xavier Desmarais était présent également. Colette Certout, qui n'est malheureusement pas présente aujourd'hui, était présent. C'était à Paris, au Salon Nautique à Paris, ou dans les travées, en allant visiter le stand d'Outre-mer, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas encore Gunboat. Avec Colette Certout, eh bien, on a croisé Philippe et Fred Morvan, qui étaient en train de préparer la première édition. C'était en décembre 2009. Ils préparaient la première édition de ce salon qui est devenu aujourd'hui international, qui était le salon du multicoque à Lorient. C'était la première édition et ils cherchaient tous les deux la ville méditerranéenne, puisque le principe était à l'époque d'alterner entre l'Atlantique et la Méditerranée, une ville en Méditerranée qui accueillerait l'édition méditerranéenne en 2011. Et à ce moment-là, eh ben, je me suis présenté, j'ai lancé à la cantonade, pourquoi pas la Grande Motte, ils m'ont un peu ri au nez. Les Nantais qu'ils étaient ne connaissaient pas la Grande Motte. Ils se sont dit, mais comment? Heureusement que Colette Certout et Xavier Desmarais étaient là pour me défendre. Et que nous les avons invités. Je les ai invités à la Grande Motte. Ils sont venus au mois de mars 2010, avant Lorient. Ils ont visité la ville. Je pense qu'ils sont tombés effectivement un peu amoureux de cette ville, puisque on est en 2022, ils sont toujours là. Et nous étions en compétition avec Marseille, c'était quand même pas rien. Et ils ont fait le choix de la Grande Motte. Donc encore merci à eux. Et merci de nous avoir amené ce beau bébé qui aujourd'hui est devenu un adolescent, un bel adolescent. Philippe Michel, pourquoi avoir choisi la Grande Motte, l'Occitanie? Quels sont les atouts finalement de cette Écoutez Stéphane, commune? je ne sais pas si c'est nous qui avons choisi ou c'est lui qui nous a persuadés. Parce que ce salon, il le voulait. Il le voulait tellement que, bon, à un moment, voilà, il y avait un cahier des charges
qui était un aéroport international, il y avait un cahier des charges qui était une offre hôtelière, il y avait une station balnéaire avec le cliché de la grande mode qui était peut-être pas celui, qui était un petit peu, qui n'était pas le meilleur, je dirais. Et Fred me dit, ça va être compliqué d'emmener les chantiers là-bas. Et pourtant, aujourd'hui, 10 ans après, c'est pour ça que j'ai remercié Stéphane ce midi. Cette abnégation, elle a amené ce salon ici. Et sans lui, je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Hein. Et si, on serait peut-être perdu à Marseille ou pas, je ne sais pas. Enfin, en tous les cas, aujourd'hui, les constructeurs sont contents. Les visiteurs qui viennent du monde entier découvrent une station atypique. Parce qu'il faut reconnaître que la Grande Motte est une station atypique. Et 100% des gens qui viennent ici disent mais voilà, on est bien, on se sent bien. Et je pense que les chantiers se sentent bien. Alors toi Xavier, t'es un peu chez toi, donc c'est différent. T'es peut-être pas très objectif, mais d'autres pour Jamais. toi, d'autres pour toi savent dire qu'ils sont bien ici. Non, mais la meilleure preuve, c'est qu'au départ, il y avait une alternance et rapidement, il y a eu un consensus pour dire finalement, on veut que l'événement soit pérennisé. Moi, je voudrais ajouter à ça qu'effectivement, il y avait un petit peu. La ville de la Grande Motte était un petit peu timorée sur le fait de rebondir derrière Lorient, qui avait beaucoup de traçabilité. Tous les teams étaient là-bas à l'époque de Groupama, à l'époque de On n'avait Bangkok. pas la renommée de Lorient pour le nautisme, c'est clair. Et vous étiez un petit peu. Vous aviez peur un peu d'y aller. Aujourd'hui, il ne faut pas avoir honte du tout. Peur de ne pas être en capacité de. Voilà. Et aujourd'hui, il ne faut pas avoir honte de le rebondir niveau là-dessus, puisque effectivement, l'événement chez toi est un bel événement, puisque les plateaux où on voit autant de multi, il n'y en a pas au monde. Tous les grands salons n'ont jamais réussi à effectivement réunir autant de chantiers que ça. Quoi. Oui, d'ailleurs, c'est un record cette année, plus de 60 multicoques. Xavier, qu'est-ce qu'à l'époque c'était important, qu'il y ait cette vitrine? On y reviendra, il y a votre magnifique entreprise, mais il y a aussi ce salon. Qu'est-ce que ça apporte pour un groupe comme le vôtre? Pour nous, c'est une visibilité. Hein. Enfin, les clients veulent voir les bateaux et donc il faut leur donner l'occasion de les voir. Souvent, pour des fabricants de multicoques, les salons à terre, c'est très difficile d'amener des bateaux. Donc les salons à flot sont essentiels. Et là, en plus, c'était la première fois qu'il y avait un salon dédié aux multicoques. Et on l'a positionné, vous l'avez positionné dans la saison au printemps, c'est-à-dire avec une visibilité particulière. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui, après l'hiver, sont impatients de découvrir les bateaux. Et ça donne une fréquentation, en plus, avec un aspect assez particulier. C'est à peu près la moitié de visiteurs étrangers. Donc une spécificité assez forte. Donc un bel événement qui donne l'occasion de montrer les bateaux dans les meilleures conditions. Et vous aviez poussé à l'époque pour que ça puisse exister? C'était apparemment oui. Le lobbying est actif. Après Stéphane, c'était sans doute Xavier le plus combattant. Mais pour de bonnes raisons. Parce que non, mais c'est vrai qu'ici, moi c'est pareil, je ne suis pas de la Grande Motte au départ, mais c'est vrai qu'entre la facilité pour rejoindre la ville par les moyens de transport, l'offre hôtelière, la restauration, etc., c'est vrai qu'il y a une offre qui est assez convaincante. Et puis le climat qui souvent est quand même assez agréable, même si aujourd'hui, là c'est une transition pour les Bretons, mais ça devrait s'améliorer. Et pour prendre un exemple, pour ceux qui voudraient nous rejoindre ces prochains jours, rien que votre groupe, vous avez au moins combien de... Alors nous on présente 3 bateaux, mais c'est vrai que je pense que c'est l'offre la plus complète sur le marché où on voit tous les grands acteurs du marché. Il y a les gros, les industriels, mais aussi des plus petits chantiers. Et c'est vrai que ça donne une vision du marché qui est assez unique. C'est assez exceptionnel, ce qui doit vous faire plaisir, messieurs, malgré le contexte international. On peut peut-être, pour boucler le chapitre salon, enfin, 2 ans après, 2 annulations. Bah oui, c'est là, vrai que ça a été compliqué pour nous. Et les inquiétudes venaient du fait que, est-ce que la clientèle serait de retour après 2 ans d'absence, je dirais 2 éditions, donc 3 ans même d'absence. Il s'est trouvé qu'effectivement, le chantier doit répondre le salon doit répondre à des attentes, puisque non seulement on a conservé nos clients, mais en plus, ils sont venus même souvent avec des gammes complètes, des nouveautés en première mondiale, des nouveautés en première européenne. Donc économiquement parlant, on va s'en sortir. Et je dirais que commercialement parlant, le problème est réglé. C'est une belle réussite. C'est vrai que c'est un véritable, je le disais ce matin à l'inauguration, un véritable salon international, parce que les plus grands constructeurs au monde de catamarans sont ici présents, avec les locaux bien sûr, hein, Outremer, Gunboat, Katana, qui sont les régionaux de l'étape. Mais quand on voit des chantiers sud-africains, c'est assez exceptionnel de voir tout ce monde réuni. Et un salon qui réunit plus de 50% de visiteurs étrangers, ça aussi c'est plutôt inédit et c'est véritablement international. Donc, monsieur le maire, c'est une belle vitrine pour votre ville. Et puis il y a ce grand projet qui est en gestation, qui va attaquer bientôt. Parlez-nous un peu
ce projet Ville-Port, qui Vous le va savez, un peu métamorphoser cette station balnéaire bien connue de notre la littoral. Méditerranée manque cruellement d'anneaux. Et on le voit bien, quand je passe sur les pontons, je vois des constructeurs de catamarans qui souhaiteraient tous avoir, comme là aujourd'hui Outre-mer, Gunboat, une vitrine. Ici à la Grande Motte, dans notre port, qui devient le premier port, véritablement la Grande Motte est la capitale du multicoque aujourd'hui. Et notre port, comme tous les ports de la Méditerranée, sont arrivés à saturation. Aujourd'hui, entre le port du centre-ville et le petit port de Port-Grégo au Ponant, c'est 1800 anneaux, mais avec une liste d'attente considérable de plusieurs centaines d'anneaux. Donc nous portons, et je porte un projet très ambitieux qui est le projet Ville-Port, qui consiste à agrandir le port, et on a la capacité ici à la Grande Motte, ce que n'ont pas d'autres ports en Méditerranée, de créer 400 anneaux supplémentaires dans une partie du domaine portuaire, de pouvoir ainsi accueillir notamment demain de nombreux autres multicoques. Dans les 400 anneaux qui seront créés, sont prévus plusieurs dizaines d'anneaux consacrés aux multicoques. Et puis ce port, puisqu'on l'appelle projet Ville-Port, c'est aussi de nouveaux hangars nautiques pour les entreprises qui sont aujourd'hui sur le port. C'est aussi un projet urbain avec la requalification, et les travaux sont actuellement en cours, de nos quais, de l'entrée de la Grande Motte. C'est de la végétalisation, de la désimperméabilisation, puisqu'il y aura 350 arbres plantés, et la création de logements. Vous savez que le littoral est aujourd'hui très recherché. Beaucoup de logements sont recherchés et ne sont pas trouvés. 480 logements sont prévus dans ce projet, donc un véritable projet soutenu et porté à la fois par l'État et la région à travers le plan Littoral 21. Peut-être dans le détail de ce projet, sur les anneaux, je lisais le dernier rapport de l'Union des villes portuaires qui, comme vous le disiez, il y a 5000 anneaux manquants en Occitanie. Vous en offrez 400. Quelle sera la répartition entre les multicoques Il s'agit d'abord de pouvoir accueillir des bateaux de plus grande dimension. Aujourd'hui, on a majoritairement Je crois que sur les listes d'attente, il y avait plus de 300 multicoques qui sont en attente. Aujourd'hui, les demandes sont très fortes sur les bateaux de plus de 10 mètres et surtout des multicoques. On a des quantités de constructeurs aujourd'hui qui voudraient avoir des emplacements pour présenter, exposer leurs bateaux. Outre-mer et Gunboat aussi ont besoin d'emplacements, et c'est normal. Et donc l'extension du port nous permettra de dédier plusieurs dizaines d'anneaux à ces multicoques en particulier, mais aussi à des bateaux de grande dimension que nous ne pouvons pas accueillir aujourd'hui. Vous aviez peut-être une réaction sur ces anneaux. C'est une bonne nouvelle forcément pour vous. C'est une bonne nouvelle. C'est des demandes que vous recevez, des potentiels acheteurs ou de votre... Alors, pour notre marché qui est vraiment des personnes qui partent en voyage, c'est moins des gens qui demandent une place pour eux, mais on a besoin de place pour accueillir les bateaux justement avant qu'ils ne partent en voyage et à leur retour de voyage. Donc dans tous les cas, on se développe, on a besoin de plus de place. Donc dans ce cadre-là, la création de nouveaux anneaux est une très bonne nouvelle. Et on voit aussi ce qui est fait, c'est de mettre un peu l'accent sur les multicoques, parce qu'il y a beaucoup de ports existants où la structure est faite pour des monocoques en fait. Donc là, depuis quelques années en valeur, il y a plus de multicoques qui sont produits en France que de monocoques. Et donc c'est normal que l'offre portuaire s'adapte. Roland, peut-être un petit mot sur cette question des anneaux on a l'impression qu'elle n'est jamais résolue. Là, c'est une bonne idée finalement de tout simplement étendre et faire de la place dans les ports. Il faut répondre à des réalités, très certainement. Je pense que ce n'est pas le cas dans tous les ports du monde, donc ça veut dire qu'il y a du succès sur la Méditerranée et sur ses côtes, donc il faut savoir répondre à la demande. Moi, je travaille sur des sujets qui sont complètement liés à ça, mais annexes. Et effectivement, il faut faire des ports peut-être différents de ceux d'hier. Il faut qu'on arrive à faire vivre tout le monde ensemble. Et quand c'est tout le monde, c'est l'univers du vivant. Donc il y a plein de belles innovations qui se font au niveau de mouillage plus propre. Il faut limiter l'impact sur l'environnement, mais aujourd'hui, je pense que tout le monde est éveillé à ça et il n'y a plus qu'à faire, quoi. On y reviendra juste après avec votre passionnant projet We Explore. Ce projet Ville-Port, monsieur le maire, c'est aussi, vous avez dit, des logements. On se demande toujours l'attractivité pour le littoral. Est-ce qu'elle est toujours aussi intense? On parle beaucoup de submersion marine. Est-ce que ça inquiète les gens ou est-ce que les gens veulent toujours venir habiter au bord de la mer? C'est clair qu'aujourd'hui, on recherche de plus en plus
et depuis le confinement plus encore, hein. L'envie d'évasion, l'envie de grands espaces, et quoi de mieux que de voir un paysage face à la mer. C'est là la véritable évasion. Partir sur un bateau, mais habiter aussi au bord de la mer, c'est aujourd'hui le rêve de beaucoup de nos concitoyens, et d'où l'attractivité de notre littoral. Alors, vous avez justement parlé aujourd'hui de ces problématiques de submersion marine, de plans de prévention pour les risques d'inondation. La Grande Motte a la chance, par l'ingéniosité de son architecte, je le citais tout à l'heure, Jean Balladur, d'avoir été construite sur des hauteurs qui aujourd'hui nous mettent à l'abri par rapport à nos villes voisines. Jean Balladur, lorsqu'il est arrivé ici, je disais, il a créé le port, il a creusé et il a remblayé tout le site sur lequel la ville a été construite. Ce qui nous permet d'être épargnés aujourd'hui et que nos plages, par rapport à d'autres plages, sont plutôt préservées, que même la plus grande plage du Couchant en particulier, aujourd'hui a presque trop de sable. Le projet Villeport, avec le déplacement de la digue ouest, cette digue qui sera avancée, élargie, agrandie par les études que nous avons déjà réalisées, permettra de mettre l'entrée du port à l'abri, plus qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc c'est une protection supplémentaire et l'État vient de procéder à une modification du PPRI, du plan de prévention risque inondation, qui montre qu'effectivement, aujourd'hui, eh bien, on va mieux protéger l'entrée du port grâce à ce projet Villeport et à l'avancée de notre digue. Et puis ce projet, c'est donc aussi la construction de cette grande halle nautique. Oui. Expliquez-nous un peu en quoi ça consiste et puis on fera réagir bien sûr Xavier. Il s'agit aujourd'hui d'offrir aux entreprises, alors malheureusement l'espace ne sera pas plus important, il est ce qu'il est, mais en tout cas de réunir sur un site avec la nouvelle aire de carénage qui sera déplacée devant la halle nautique, où on pourra regrouper aujourd'hui des entreprises qui sont disséminées, qui sont sur plusieurs hangars, et de les regrouper dans un même locaux d'activité. Voilà le projet sur lequel nous travaillons aujourd'hui. Xavier Desmarais, vous allez vous y installer, enfin en tout cas vous êtes ici à la Grande Motte. Comment on explique, je vous poserai aussi la question messieurs, ce succès français lié à la construction des multicoques, puisque je crois que 70% de la production mondiale est fait en France. Il y a une tradition historique, hein. C'est vrai que les premières courses en multi, Roland sera mieux placé que moi pour en parler, mais il y a eu historiquement quelques fous qui se sont intéressés aux multicoques au départ, et entre les navigateurs, d'excellents architectes, les premiers chantiers, il y a une filière multicoque qui s'est créée en France, et finalement tout le monde trouve ça naturel chez nous, alors que ça a mis beaucoup plus de temps à se développer dans d'autres pays. Il n'y a qu'à voir par exemple dans des pays comme les États-Unis où le multicoque se développe, mais avec quelques années de retard. Donc on va dire qu'il y a eu un avantage historique de la France. Alors d'abord en Bretagne et puis aussi ça a essaimé un peu avec quelques constructeurs autour de la Méditerranée. Roland, peut-être un petit mot sur ce savoir-faire français. C'est parce qu'on est peut-être aussi le deuxième pays avec la plus grande façade maritime. Oui, il y a 1000 métiers dans le domaine du bateau, mais bon, il y a quelques visionnaires et entrepreneurs de taille qui ont développé tout ça. C'est vrai que le succès d'Outre-mer et de toute la gamme de chez Grand Large Yachting est impressionnant. Et moi, je suis très impressionné. C'est un univers que je connais assez peu parce que je suis issu du monde de la course au large et on fait nos petits prototypes dans notre coin. Et c'est un univers incroyable que le beau bateau construit en série, donc avec une cadence. Enfin, ça demande un process, un savoir-faire qui est énorme. Mais c'est vrai que pour rebondir sur ce que disait Xavier, je pense qu'il y a un concours de circonstances. Marc Van Peteghem, l'architecte du bateau que l'on construit et de plusieurs bateaux de chez Outremer et Gunboat, on est là, le cabinet VPLP s'est développé autant dans la course au large parce qu'ils ont gagné, je ne fais plus leur palmarès, ils ont tout gagné depuis longtemps. Et en même temps, ils se sont développés sur le monde du yachting et de la croisière, ce qui fait qu'il y a une qualité de design et il y a une inspiration des deux bords, quoi. Donc c'est plutôt chouette. Et moi, je découvre un truc que je ne connaissais pas, le monde de la croisière. Philippe et Fred, du coup, cette vitrine internationale fait que la Grande Motte est connue partout. Et ce savoir-faire... Oui, mais je voudrais revenir sur ce que là, effectivement, on a affaire à des gens qui ont développé le multicoque, ce sont des laboratoires. La plaisance aujourd'hui n'est jamais que... Enfin, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais c'est la déclinaison de toute cette technologie et d'aller si loin dans la technologie avec de tels records, de telle vitesse, qui se décline sur la plaisance.
Nous, ici, on est un salon multicoque, mais pour la plaisance. La course, et je pense, c'est la référence. C'est un peu, je ne vais pas comparer, mais c'est comme la Formule 1 automobile. Aujourd'hui, on est dans un autre monde, mais les gens se passionnent pour les courses et peut-être rêvent aussi sur les multicoques au travers de ce que vous faites, quoi, c'est vrai. D'accord. Le salon du multicoque, c'est la continuité d'un développement d'un produit qui a été développé par la course et qui a décliné et qui s'est démocratisé pour que les gens naviguent sur 2 coques ou 3 coques. Bon, Xavier, je reviens à vous. Donc l'implantation de Grand Large Yachting a permis ce savoir-faire, l'agrandissement dans le cadre du projet Villeport. Qu'est-ce que ça va apporter pour ce qui a été décrit comme une des plus grandes réussites industrielles d'après Annick Girardin, notre ministre de la Mer, devant le président Macron en septembre dernier aux assises de l'économie de la mer? Alors nous, le projet Villeport, pour nous, ça va être l'occasion de passer finalement d'un ensemble qui a été constitué au fil du temps. Outre-mer a été créé en 84, ça a grossi progressivement avec des petits bâtiments collés les uns aux autres. Là, si on peut regrouper ça dans un bâtiment récent, ça sera, et avec des places de port d'un côté, la vue sur la mer de l'autre, pour nous, ça peut être des conditions de travail bien meilleures pour tout le monde et ça va nous faciliter la vie. Donc pour nous, c'est un progrès, avoir plus de places de port, donc ça devrait faciliter notre activité au quotidien. C'est un ensemble et on parlait de réussite industrielle, plus 30% de croissance, des carnets de commandes qui débordent, c'est ça 2025 je crois? Alors, en fait, Racontez-nous nous on un est peu votre positionné, en success fait, story. notre positionnement historique, c'est la grande croisière, c'est-à-dire des gens qui ont un projet de voyager autour du monde. Donc on a créé en 2003 Allure à Cherbourg, qui est une entreprise de monocoque. Et puis après, on a repris en 2007 Outre-mer. Et puis petit à petit, on a constitué un groupe pour que, quel que soit le type de projet, vous trouviez le type de bateau qui vous corresponde, que ce soit à une coque, à 2 coques, en aluminium, en bois, en composite ou en carbone. Et donc, ça s'est organisé comme ça. Et à la Grande Motte, on a développé une spécificité autour des multicoques, donc avec Outre-mer d'abord. Et puis en 2016, donc Outre-mer était en dépôt de bilan à l'époque. On l'a repris, il y avait des gens formidables, il y avait une communauté de navigateurs. Donc on a pu s'appuyer sur à la fois des propriétaires heureux qui avaient envie de ce type de bateau, des équipes qui savaient tout faire pour redévelopper l'entreprise en essayant de faire le meilleur catamaran pour aller naviguer autour du monde. Donc ça a plutôt bien marché. On a eu une croissance assez forte. Et puis en 2016, on a eu l'occasion, donc Gunboat aux États-Unis, qui est un peu la marque mythique de catamaran à la fois rapide, sportif, mais de voyage et de La luxe. Ferrari des mers, on Ouais, l'appelle. entre Ferrari, Lamborghini, enfin ce type de référence, donc tout en carbone, donc des très beaux bateaux, une super marque qui était aussi en difficulté. Et donc on a été reprendre l'entreprise à la barre du tribunal de commerce aux États-Unis. Et on s'est vite rendu compte qu'en fait, c'était très compliqué aux États-Unis. Par exemple, la productivité était la moitié de ce qu'on observait en France, un environnement difficile. Et on a dit, pour sauver cette entreprise, ce qui nous paraît le plus réaliste, c'est de l'amener à côté d'Outre-mer. Et en fait, en conjuguant les savoir-faire d'Outre-mer et ceux de Gunboat, on a pu relancer Gunboat. Et ce qu'on voit, c'est qu'après quelques temps, donc en ayant colocalisé les deux entreprises, on voit aussi que Outre-mer bénéficie des avancées technologiques de Gunboat qui poussent toujours les curseurs un peu plus loin. Donc ça crée une vraie synergie entre ces deux entreprises. Stéphane Rossignol, relocaliser une entreprise américaine à la Grande Motte à l'époque, ça vous a... C'est fabuleux lorsqu'effectivement Xavier Desmarais m'avait apporté cette information qu'une entreprise française d'Occitanie puisse faire l'acquisition à la barre d'un tribunal aux États-Unis d'une entreprise américaine, c'est fabuleux. C'était l'époque de Trump. Imaginez qu'on pique aux Américains une entreprise pour venir en France, c'est plutôt le cas inverse que l'on voit, des entreprises françaises qui se délocalisent. Là, c'est une américaine, c'est pas rien les États-Unis, qui vient en France et qui vient en Occitanie et à la Grande Motte. Donc effectivement, c'est une belle réussite industrielle que celle de Grand Large Yachting aujourd'hui. Avec des retombées locales pour l'économie, pour l'emploi, comment ça... Très forte, oui. Très forte. Et on voit Outre-mer, enfin Grand Large Yachting aujourd'hui, Oui, comme dites-nous beaucoup pour d'entreprises qui sont confrontées à ces difficultés de recrutement. Le recrutement, on en a parlé, on a entendu parler ces derniers jours. J'en parlais avec le premier vice-président de la région, Didier Codorniou. C'est véritablement un fort enjeu on le voit dans les professionnels du tourisme qui sont dans la recherche de saisonniers aujourd'hui. Et aujourd'hui, une entreprise comme Grand Large Yachting qui crée plusieurs dizaines d'emplois
et qui a aussi des difficultés et qui, pour y faire face, et je laisserai poursuivre Xavier Desmarais, a été amené à créer sa propre école de formation en quelque sorte. Oui, on va y venir. Et donc il y a ce constat édifiant, Xavier, auquel vous avez fait part à Emmanuel Macron en septembre. Vous manquez de bras. On ne trouve pas assez de gens pour venir dans les chantiers, quand bien même c'est des boulots intéressants, plutôt bien payés. On en est où là? On est en avril 2022. C'est quoi la situation? C'est une problématique intéressante. Enfin, donc, depuis qu'on a repris Outremer, il y avait 32 personnes chez Outremer. Aujourd'hui, donc Grand Large Yachting Méditerranée, c'est Outremer plus Gunboat, c'est 350 personnes aujourd'hui, donc une croissance assez forte. Donc on a beaucoup recruté. Ce qui est important et ce que j'essaie de mettre en avant aussi, c'est que ce sont des emplois industriels et on sait que globalement, un emploi industriel, ça représente au total à peu près 5 emplois entre les emplois indirects et les emplois induits. Donc c'est un impact, je pense, sur les territoires assez important. La difficulté aujourd'hui pour nous, il y a cette croissance donc, qui est soutenue. Ça veut dire recruter du monde. Donc on forme, en particulier, on a des dispositifs, un partenariat avec Pôle emploi pour former des chômeurs dans nos équipes, les intégrer. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, cette année, on doit trouver plus de 100 personnes sur le site. C'est un vrai défi. Mais je crois que cette problématique, elle est assez générale dans l'industrie. Et donc avec tout ce qui est faire venir des gens, les former, les héberger, trouver aussi, ça veut dire aussi trouver parfois du travail pour les conjoints, donc la scolarisation, toutes ces problématiques qui font vivre, je pense, un territoire. Pourtant, l'attractivité de la Grande Motte devrait être forte pour des gens qui voudraient s'installer ici et y travailler. Et vous avez créé donc un système pour former vos futurs emplois. Expliquez-nous en quelques mots. Ça s'appelle les POEC. Donc c'est un dispositif où en fait, avec Pôle emploi nous envoie un certain nombre de personnes intéressées par nos emplois. Donc on fait ça par métier. Donc on a des stratifieurs, on a des menuisiers, on l'a fait récemment pour des électriciens. Donc on fait un petit groupe de personnes qui sont en recherche d'emploi. Il y a une sélection qui n'est pas sur les CV, mais c'est une méthode de recrutement par simulation. Donc on essaye de tester les aptitudes des gens, à lire des plans, à utiliser un équipement électroportatif. Et une fois que ces personnes ont passé ces tests, qu'on a testé leur motivation, et elles ont 400 heures de formation chez nous, encadrées par un formateur extérieur, alors souvent l'INM par exemple, ou des instituts de formation du coin. Et donc ça permet au bout de ces 400 heures, nous on connaît parfaitement les personnes, les personnes qui sont en recherche d'emploi ont pu découvrir de l'intérieur notre métier, voir les équipes, et donc les taux de réussite sont bien meilleurs que si on postulait d'une manière classique. C'est une des solutions. Roland, ça vous étonne qu'on n'arrive pas à pourvoir comme ça des postes dans ce domaine de la construction de bateaux? C'est quoi votre analyse? Le monde est étrange d'une manière générale, le monde du bateau aussi. Il y a effectivement un boom. Je crois que quand on parle des matériaux composites, parce que je crois qu'on cherche beaucoup de monde de qualité dans le composite. Le composite, c'est vieux et en même temps très récent. On fait un tas de choses en composite. Et on le voit dans le milieu du bateau, on croise beaucoup nos informations en fait, parce que le milieu de la course au large en ce moment, c'est à bloc. C'est une activité qui se porte très très bien. Là, le modèle économique, c'est du sponsoring, ça marche. On voit qu'il y a des clients qui achètent des bateaux. Il faut du monde de qualité pour aller au bout. Et en ce moment, c'est tendu. C'est effectivement tendu et c'est compliqué, je pense, pour les chantiers d'investir en formation pour du long terme parce que la vie est faite de sinusoïdes, quoi. Et en tous les cas, pour mieux connaître le monde de la course large, ça a été un souci pour les chantiers qui sont spécialisés dans ce domaine-là, parce qu'ils n'ont pas des vues sur le long terme, parce qu'ils sont quand même tributaires des aléas économiques du sponsoring. Et là, aujourd'hui, ils souffrent en main-d'œuvre de qualité. Alors, ils ont mis aussi des systèmes de formation. Mais quand on voit des bateaux comme Gunboat, on est dans une qualité de bateaux de course high-tech. Donc, c'est les mêmes problématiques. Et en tout cas, moi, je suis tombé dans le composite quand j'étais petit. Donc, c'est des métiers super intéressants. Enfin, c'est des matériaux intéressants, même. Roland, on reste avec vous, puisque expliquez-nous comment vous avez rencontré Xavier Desmarais et comment vous êtes sur le point d'achever la construction d'un bateau unique qui s'appelle We Explore et qui a une particularité que vous allez nous décrire, qui se trouve à quelques dizaines de mètres d'ici. Je crois qu'il doit être mis à l'eau dans quelques jours. C'est le bateau un peu du futur. Notre thématique est surtout très écolo. Mais racontez-nous un peu comment vous avez... quel est ce projet avec Xavier?
Tu veux Vas-y, commencer Roland. En fait, on s'est rencontrés, il faut rendre à César, hein, par l'intermédiaire de Marc Van Petegem, qui est l'architecte du bateau, qui est un ami commun. Alors moi, du côté de la course au large, et Xavier du côté de ses gammes de bateaux. Je connaissais Outremer et Grand Large Yachting, je dirais comme tout le monde, comme un groupe qui grossissait et qui était vraiment très entreprenant. Et quand j'ai parlé à Marc du projet, parce que on a les mêmes sensibilités sur le bateau de demain, justement, sous toutes ses formes, Marc m'a dit va voir Xavier, parce que chez Outremer, ils sont dans cette vision-là du bateau de demain, de comment on va répondre à une demande sociétale qui est là, de bateaux moins sales, plus propres, différents, et puis comment on doit tous s'y mettre à notre échelle. Et ben on s'est rencontrés assez simplement, et puis c'est parti comme ça, parce qu'on est venu, c'est un peu comme si on venait chez Peugeot ou chez Renault en disant on veut le même mais pas tout à fait le même. Donc on est venu foutre le bazar dans une chaîne très bien rodée, quoi. Et il y avait aussi un projet sur lequel on a travaillé ensemble avec la région qui s'appelle Biobat, pour justement essayer de voir comment on arrivait à substituer certaines fibres par des fibres plus naturelles, ou par le remplacement de certaines résines traditionnelles par des résines biosourcées. Donc c'est aussi comme ça qu'on a pu commencer à travailler, découvrir les matériaux que faisait Kairos, l'entreprise de Roland. Et puis après ce projet, je pense que c'est assez naturellement qu'on a pu travailler ensemble. Et Roland, donc avec Kairos, vous avez décidé de substituer, enfin en tout cas d'intégrer le lin. Ça paraît fou comme idée. Oui, ça me paraît fou. C'est comme ça que j'ai continué, hein, parce que Naturellement fou. Oui, Pour le grand public, c'est quoi alors? Qu'est-ce qui se passe? Les camarades de mon milieu, néanmoins concurrents, ont pensé que j'allais fumer ces herbes-là plutôt que de les mettre en œuvre, hein. Ça fait 10 ans, ce qui m'a aidé à m'entêter. Moi, c'est juste le chemin, en fait. C'est que voilà, j'ai pas fait grand-chose d'autre à part que de la course au large, et à accélérer sur la planète de cette manière-là. Finalement, la planète, elle a une fâcheuse tendance à diminuer sur nos temps de course. Et en faisant l'équation de l'équipage qui grossissait sur la planète et des ressources dans les cales qui diminuaient, en fait, ce qui ne marche pas sur un bateau ne marche pas sur une planète. Donc c'est comme ça que j'ai fait un premier pas là-dedans. Et en course au large, on passe notre temps à admirer la nature, en fait, hein, l'aérodynamisme de l'aile de l'albatros ou l'hydrodynamisme de la nageoire du dauphin. Et en fait, je me suis retourné sur la nature parce que je viens de la terre. Moi, j'ai pas une hérédité maritime dans la famille, malgré que je sois très breton. De se retourner vers la nature qui a très bien inventé des structures qui tiennent debout depuis des millénaires, les herbes, les arbres, ces choses-là. Et la curiosité a été d'essayer des mélanges de fibres de banane, de jute, de lin, de chanvre, en remplacement donc de la fibre de verre qui compose la grande majorité des bateaux qui sont ici, et le lin en particulier. On a la chance en France d'avoir le meilleur lin du monde, qui accessoirement a fait naviguer des milliers de bateaux, hein, puisque les voiles en lin, c'est séculaire. Et donc ramener à nos techniques du 3e millénaire en maîtrise du composite, et ce renfort structurel végétal peut remplacer la fibre de verre. Et c'est sur ce chemin-là qu'on est depuis effectivement 10 ans. Et au fur et à mesure, mon bureau d'études qui était dédié à la performance vitesse bateau, on a dérivé vers la performance environnementale. Et je pense d'une manière générale que la course large doit s'y mettre et mettre l'accélérateur. Et le monde du nautisme aussi. Et tu disais tout à l'heure que la course large est inspiratrice pour le nautisme. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut arriver à une bascule où le monde du nautisme peut inspirer la course au large. Je pense et c'est comme ça, c'est dans ce sens-là qu'on fait ce bateau qui est une voie. C'est pas le bateau idéal. Le bateau idéal n'existera jamais. Je pense qu'il y a autant de bateaux que de programmes. Mais on montre des voies et je pense que c'est pour que le plus grand nombre s'en empare. Et le plus grand nombre pourra aussi inspirer peut-être le monde de la course au large à accélérer ces transitions. Donc le lin est en plus recyclable, il est assez résistant pour la performance, parce que vous allez faire la route du Rhum avec ce bateau Outremer. Ouais, alors le Outremer Outremer 5X, hein, puisqu'il s'agit d'un 5X qui s'appelle We Explore. Donc c'est un gros hectare de lin qui va traverser l'Atlantique au mois de novembre, parce que c'est un plaisir égoïste quand même, je vais me faire ma petite route du Rhum supplémentaire, mais c'est pour mettre ça en avant, pour qu'ensemble on mette ça sur la table. On fait déjà des bateaux plus petits. Là c'est un challenge technologique, il en reste encore plein. Mais je pense qu'ensemble, on est aussi content de bousculer.
il y a toujours des verrous techniques dans l'innovation, mais il y a aussi beaucoup de verrous culturels. Et d'habitude, ça nous oblige à changer des process qui sont réglés, qui marchent, qui fonctionnent. Et il faut des poils à gratter. Et puis, pourvu que WeExplore soit un poil à gratter, quoi. Xavier Desmarais, ça s'inscrit vraiment un peu dans vos propres pistes de recherche pour le groupe Grand Large Yachting sur Déjà la RSE en général, c'est vrai que quand on s'est rencontrés, nous on avait travaillé pendant 6 mois sur la définition de notre stratégie RSE avec 3 axes. Un premier c'était l'éco-conception, donc faire le bilan carbone de nos bateaux, à partir de là de se benchmarker dans le temps et voir comment on pouvait faire mieux. Donc là, mettre des fibres de lin dans les bateaux, c'est une des pistes qui paraît intéressante. On avait 2 autres axes, l'autre c'est d'essayer d'être exemplaire tant vis-à-vis de nos équipes que l'environnement, donc en termes de accidents du travail, de conditions de travail, mais aussi production de déchets, consommation d'eau. Puis le troisième axe, c'est en fait quand on fait le bilan carbone d'un voilier, on se rend compte que la production, c'est à peu près un quart de l'impact carbone. Donc c'est-à-dire que 3 quarts, c'est lié à l'usage. Donc là, on a fait un partenariat avec Tara Océan pour sensibiliser nos navigateurs en général à quelles sont les bonnes attitudes quand on vit à bord. Parce que nos clients, nos navigateurs partent vivre autour du monde et donc on s'est rendu compte que dans la durée, il y avait des leviers pour eux pour réduire leur impact. Donc quand on s'est rencontrés, finalement, ça a été le bon moyen de trouver une application pratique, visible, avec un challenge assez fort. C'est vrai que la pièce en lin dont on parle, elle était 7 fois plus grande que ce qui avait été fait jusqu'à maintenant. Donc c'est vrai que quand Roland nous dit on vous a bousculé un peu, c'est vrai que pour nous, il a fallu trouver comment on mettait ça en œuvre. Comment on gérait par exemple l'humidité. La fibre de lin est sensible à l'humidité, donc on a mis des petites puces pour suivre, des capteurs pour suivre l'humidité à l'intérieur. Donc ça nous a permis d'avancer et on pense que cette démarche c'est tout à fait prometteur pour le futur parce que c'est ce type d'association, des gens qui nous poussent, qui nous obligent à faire autrement et on découvre que c'est faisable. Alors il y a des contraintes, il ne faut pas se le cacher, mais c'est faisable et surtout ça va être une plateforme qui va nous permettre d'aller plus loin. Enfin, ce que j'aime bien aussi dans ce projet, c'est que c'est pas le bateau et une course et c'est fini, c'est un début en fait. Oui, parce qu'en fait, le bateau s'appelle WeExplore, du nom en fait du fonds de dotation qu'on a créé, ça fait une petite dizaine d'années maintenant, pour embarquer en fait le plus grand nombre à regarder les explorateurs du monde de demain, qui sont pour nous ceux qui ont compris que la planète elle est bien finie et que l'exploration de demain c'est pas d'aller sur Mars passer le week-end ou chercher d'autres richesses, c'est qu'il va falloir faire avec ce qu'on a dans l'univers du vivant en général. Et quoi de mieux pour illustrer l'affaire qu'un bateau, c'est une petite planète, un bateau. Et donc dans les usages, et c'est intéressant d'avoir le retour aussi des voyageurs des bateaux d'outre-mer. C'est-à-dire que il va falloir d'une manière ou d'une autre, qu'on soit à terre ou en mer, c'est vraiment un des messages du bateau, que tout ça c'est une unité. Il va falloir qu'on soit plus intelligent, qu'on soit plus sobre, qu'on fasse mieux avec moins et que tous nos modèles d'entreprise et nos modèles de navigation sur un bateau, ils sont à bousculer. Donc on appelle ça la post-croissance, on appelle ça comme on veut, mais de toute manière, et on le voit bien à l'actualité, le prix des matériaux, enfin tout augmente. Donc il faut qu'on soit intelligent et WeExplore, il va surprendre le propriétaire d'outre-mer habituel parce qu'il est tout nu à l'intérieur. Il n'y a pas ce joli confort qui existe. Et donc on va travailler ensemble, s'inspirer aussi des voyageurs qui sont sur les bateaux, notre vécu de la course au large et l'apport des explorateurs comme Corentin de Châtel-Perron, Nomade des mers, l'univers du low-tech, pour finalement, quand on part en mer, pourquoi on part en mer? Pour découvrir un autre monde, pour découvrir un autre paysage, pour découvrir autre chose. Donc pourquoi absolument ramener le confort de sa maison en mer? On peut peut-être faire différemment. Et après, ça enchaîne toute une problématique ou des nouvelles choses à faire. Ça modifie les travaux à faire sur un bateau dans un chantier, donc ça modifiera peut-être les métiers de demain, ça modifiera le design, ça modifiera... Mais il faut bien qu'on s'y mette, au moins à poser les questions et à lancer les choses. Donc WeExplore est un petit peu dédié au fait de dire, ok, les matériaux par le lin, les matières végétales et autres, ça va nous aider, la technique et les technos, à passer les transitions. Mais si on ne change pas nos usages et nos comportements, toutes nos technos ne serviront à rien. Et donc il faut embarquer le plus grand nombre. On essaye, on voit et puis on échange. Il y a eu le lin, il y a aussi l'électrique. Xavier, un petit mot sur... aussi cette transition qu'on va
Mais dans les On voit pistes, apparaître dans les ports, on en parlera avec monsieur le maire juste après peut-être. donc dans les pistes, il y a bien sûr donc les matériaux, c'est là le cœur du projet avec Bilou. Il y a la propulsion, donc la propulsion électrique qui aujourd'hui fonctionne. Donc nous on a fait un bateau avec Jimmy Cornell L'écrivain. 4.0, donc pour démontrer que c'est faisable. Alors, on voit, c'est un petit peu les mêmes. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a pas mal de conclusions communes. On voit que c'est faisable aujourd'hui avec les technos actuels, même si les capacités de batterie vont continuer à progresser, etc. Mais aujourd'hui c'est possible, mais ça nécessite d'adapter un petit peu sa manière de faire. C'est-à-dire que cette sobriété dont tu parlais, c'est pas forcément punitif, c'est juste de dire on va faire différemment. Et si on veut naviguer aujourd'hui qu'à la voile, en rechargeant ses batteries lorsqu'on navigue, c'est possible. Simplement, il faut suivre peut-être un peu différemment la météo, peut-être accepter d'aller moins directement au point d'arrivée pour se donner l'occasion de recharger ses batteries et de pouvoir faire du moteur. Donc cette démarche est vraiment intéressante. Donc il y a ça, il y a le bateau connecté sur lequel on travaille aussi, qui va permettre de mieux comprendre quelles sont les allures auxquelles on navigue, le vent, qu'est-ce qu'on consomme à bord, donner les possibilités à bord de mieux gérer son eau, son électricité. Enfin, ce qui est intéressant dans un bateau sur une grande croisière, c'est qu'on est en autonomie. Et donc c'est un peu, comme tu le disais, c'est un peu une manière de se projeter sur ce qui pourrait être faisable à terre. Parce que quand on vit sur un bateau, c'est son énergie, on sait exactement ce qu'on consomme. Donc si c'est un bateau avec des réservoirs, enfin un moteur diesel, c'est ce qu'il y a dans les réservoirs. Sinon, si c'est un bateau électrique, c'est ce qu'on arrive à capter entre le solaire, le vent. Donc c'est une école finalement d'autonomie, et c'est un état d'esprit qui, je pense, peut être très intéressant pour l'apporter à terre, où finalement on ouvre le robinet à terre, on ne comprend pas bien d'où ça vient. Sur un bateau, on sait que ça vient des réservoirs. Si on veut de l'eau de douce, il faut la désaliniser, donc c'est de l'énergie. D'où vient cette énergie? Enfin, je pense que c'est un état d'esprit qui est super intéressant. Donc c'est aussi pour ça que ça nous passionne d'être dans tous ces projets. Stéphane Rossignol, l'environnement, le port connecté, ça vous parle forcément? Comment vous inscrivez Alors c'est une super image pour la Grande Motte, mais j'imagine que dans le projet Villeport, il y aura aussi cette réflexion. C'est clair, notamment tout le projet urbain. Je le disais tout à l'heure, c'est de la désimperméabilisation, c'est de la végétalisation des arbres nouveaux plantés, des bornes électriques qu'on a déjà commencé à installer sur le port. C'est donc des bâtiments demain, dans les 480 logements prévus, sont des logements qui seront justement tournés autour des économies d'énergie, du développement durable. Voilà, en effet, la Grande Motte et le Pays de l'Or sont aujourd'hui tournés totalement vers un territoire vertueux, et toute notre action consiste à avoir des actions dans cet univers-là. Nous sommes en train de créer un parking d'entrée de ville, justement pour faire en sorte qu'on éloigne la voiture du port, qu'on désengorge le centre de la Grande Motte de nombreux véhicules qui arrivent tout au long de l'année. Donc ce parking d'entrée de ville de 800 places va être un parking naturel, sous des arbres, avec une piste cyclable. Vous avez vu avec le département de l'Hérault la nouvelle piste cyclable qui nous permet de relier la Grande Motte au canal du Rhône à 7, aller vers le Pays de Lunel. Eh bien, demain, de ce parking d'entrée de ville, on pourra relier le centre de la Grande Motte à pied, à vélo, avec des vélos électriques. Voilà, aujourd'hui, effectivement, la dimension environnementale est présente dans toutes les actions que l'on peut conduire. Messieurs, votre salon également, on voit de plus en plus de nouveaux catamarans multicoques qui prennent la mesure de l'empreinte environnementale. Là, vous avez des nouveautés cette année. Vous sentez qu'il y a un vrai changement dans les mentalités? Oui, il y a un vrai changement. chantiers. C'est vrai que les chantiers sont tous plus ou moins sensibles à effectivement ce phénomène de vie qui nous concerne tous. Et tout le monde essaye de construire un peu plus vert, de rouler un peu plus vert. Et effectivement, il y a pas. Et aujourd'hui, on a monté, nous, au milieu du salon, on a un endroit qui s'appelle Multicoque. On parle de design et on parle d'architecture et on parle d'environnement et on parle de nouveautés et on parle de gens qui mettent en place aujourd'hui des choses pour effectivement éviter de moins polluer et éviter de consommer autrement. Donc on voit aussi qu'on a des bateaux avec des moteurs électriques, tout électriques, avec beaucoup de panneaux solaires, avec beaucoup d'indépendance et beaucoup d'énergie qu'on essaye de capter de la nature, qu'elle soit solaire ou qu'elle soit avec le vent. Oui, on sent que vraiment on a de la chance d'avoir affaire à des utilisateurs qui sont
concernés par la nature et qui veulent conserver cette nature telle qu'elle est. Donc je pense que effectivement les constructeurs l'ont bien compris. Vous sentez hein, donc chez les potentiels clients cette demande. Ouais. C'est des deux côtés que ça marche. Oui, bien sûr. Bah oui, si effectivement. Alors est-ce que c'est la proposition qui fait que, ou est-ce que on propose parce que, je ne sais pas. Mais ça, de la poule ou de l'œuf, je n'en sais rien. Mais effectivement, aujourd'hui, on sent qu'on est tous concernés par l'environnement. Un petit mot sur l'innovation, le lin, vous y croyez? On peut. Ah bah, j'y crois, oui, on en parle depuis longtemps, parce que tu parlais de Chapelle-Théron tout à l'heure, on l'avait accueilli il y a très longtemps avec Marc Van Pett quand il était revenu du Bangladesh avec son bateau. Et c'est quelqu'un qu'on a connu, qu'on a accueilli et qui on a laissé développer tout ça. Oui, bien sûr, c'est des choses qui fonctionnent vraiment. Et il faut le verre, enfin le composite, tu disais que tu étais tombé dedans quand tu étais petit, mais c'est vrai que le composite évolue et il faut le faire évoluer vers du composite beaucoup plus naturel, et on a les moyens de le faire. C'est peut-être des coûts supplémentaires aujourd'hui, mais ce seront des coûts supplémentaires qui vont s'amortir dans le temps, puisque c'est ce qui fera que demain on aura... Parce qu'en fait, aujourd'hui c'est compliqué de détruire les bateaux. On arrive à détruire les voitures, on construit les voitures avec 85% de choses qu'on arrive à recréer, enfin à refaire sur le bateau. On ne le fait pas aujourd'hui, alors qu'on devrait être à cette époque-là. On n'y est pas, on est loin, parce que, comme disait Xavier, c'est compliqué de devenir industriel dans le nautisme, c'est compliqué. Il faut d'abord commencer petit, on fait un bateau, 2 bateaux, 3 bateaux, 30 bateaux, mais c'est compliqué. L'industrie, on est toujours à des sujets compliqués. Donc oui, il faut qu'on y arrive aussi bien que les industriels de l'automobile y sont arrivés. Hein. Merci beaucoup. Un dernier mot, qui c'est qui veut conclure? Monsieur le maire, peut-être que le salon finalement lance cette saison du nautisme, j'ai envie de dire. Enfin, oui, c'est un grand retour, on le disait. Depuis 2019, on était vraiment à jeun de rencontrer les professionnels du nautisme, et tous les amateurs étaient vraiment attristés de ne pas pouvoir rencontrer ces constructeurs, échanger, découvrir toutes ces nouveautés qui étaient dans des hangars et qu'on ne pouvait pas découvrir parce qu'il y avait la pandémie. Bien, c'est vrai que c'est le grand retour. On l'a vu à Paris, au Salon Nautique de Paris, mais surtout aujourd'hui et cette semaine à la Grande Motte, avec cette découverte, redécouverte de multicoques qui sont ainsi exposés à nos yeux. Et on peut inviter les gens à venir découvrir jusqu'à dimanche. Ils peuvent jusqu'à dimanche 24 acheter avril. ou rêver. Parce que... En n'oubliant pas d'aller voter dimanche, mais en trouvant le moment d'aller voter, mais de venir visiter jusqu'à dimanche soir ce magnifique salon et de rêver en voyant tous ces beaux bateaux. Messieurs, merci beaucoup, c'était passionnant, et puis je vous dis à très bientôt et bon salon. Merci. Merci.